Je me souviens exactement du moment où j'ai réalisé que j'avais été trahie. Ce n'était pas lorsque la directrice des ressources humaines m'a convoquée dans son bureau ce mardi après-midi pluvieux. Ce n'était même pas lorsqu'elle a fait glisser les documents de licenciement sur son bureau en acajou poli. Non, c'était 3 heures plus tôt, lorsque j'ai surpris Thomas en train de me sourire narquoisement depuis l'autre bout de la salle de réunion pendant notre réunion d'équipe hebdomadaire. Ce sourire subtil et satisfait m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Après 5 ans passés à travailler côte à côte, mon collègue avait orchestré ma chute pour s'emparer de mon poste. Je m'appelle Abigail Morales et voici l'histoire de comment j'ai perdu tout ce pour quoi j'avais travaillé, puis vu la justice se faire de la manière la plus satisfaisante qui soit. Lorsque j'ai rejoint Westwood Financial en tant qu'analyste junior, j'étais déterminée à faire mes preuves. Le monde de la finance n'est pas vraiment accueillant pour les femmes, surtout celles qui n'ont pas de relations dans les grandes universités ou de liens familiaux dans le secteur. Mais j'avais un atout, une éthique de travail sans faille et des compétences analytiques qui me permettaient de faire parler les chiffres. Ma première année a été brutale, les journées de 14 heures étaient la norme. Pendant que les autres sortaient pour l'apéro, je restais au bureau à étudier les tendances du marché et à élaborer des modèles capables de prédire les résultats des investissements avec une précision remarquable. Les analystes seniors ne remarquaient même pas mon existence, à l'exception de Robert, mon supérieur, qui avait vu en moi quelque chose que les autres ne voyaient pas. « Tu as un instinct pour reconnaître les schémas », m'a-t-il dit lors de ma première évaluation. Mais surtout, tu comprends que chaque chiffre représente des personnes réelles qui prennent des décisions réelles. C'est rare dans ce métier. Sous la tutelle de Robert, j'ai commencé à m'épanouir. Mes prévisions ont attiré l'attention de la direction lorsqu'elles ont surpassé celles d'analystes ayant 2 fois plus d'expérience que moi. Au bout de 2 ans, je gérais déjà des comptes clés de manière autonome. Au bout de 3 ans, je formais les nouveaux membres de l'équipe. 4 promotions en 5 ans m'ont propulsé sur la voie rapide. À 32 ans, je dirigeais le département de recherche en investissement, gérais une équipe de 8 analystes et rendais compte directement au comité de direction. Mes prévisions trimestrielles avaient acquis une réputation de précision qui nous avait permis d'attirer des clients importants. Je vivais mon rêve. Le bureau d'angle avec vue sur les toits de la ville me semblait être la récompense de tous les sacrifices que j'avais consentis. Le prix encadré de Financial Analyst of the Year, accroché à mon mur, représentait d'innombrables week-ends sacrifiés et des étapes personnelles célébrées seules. Mais me tenir devant mon équipe, les regarder mettre en œuvre des stratégies qui assureraient l'avenir financier de nos clients, cela donnait tout son sens à ma vie. Lorsque Robert est parti pour devenir directeur financier d'une start-up technologique, il m'a recommandé pour le remplacer. « Tu m'as déjà surpassé », m'a-t-il dit lors de sa fête d'adieu. « Le département a besoin de ta vision maintenant. » Fort de son soutien, j'ai accédé à un poste qui m'avait autrefois semblé inaccessible. Thomas a rejoint l'entreprise 3 ans après moi. Il avait tout ce qui me manquait, un MBA de Harvard, des relations familiales, l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais essuyé de refus de sa vie. On nous a assignés à travailler ensemble sur un projet lié au marché émergent et, à ma grande surprise, nous nous sommes bien entendus sur le plan professionnel. Ces connaissances théoriques complétaient mon approche pratique. Nous sommes devenus ce que je pensais naïvement être une équipe solide. Nous allons révolutionner ce département, disait-il lors de nos longues réunions stratégiques tard le soir. Ils ne sauront pas ce qui leur aura frappé. Je ne réalisais pas que le « il » dont il parlait finirait par m'inclure. Thomas avait un charisme naturel que j'enviais parfois. Il pouvait entrer dans une pièce et immédiatement capter l'attention, donnant à chacun le sentiment d'être la personne la plus importante présente. Les clients adoraient tant ses présentations soignées et son assurance naturelle. Alors que j'étais méthodique et précis, Thomas était audacieux et visionnaire, du moins en apparence. Son parcours ressemblait à un conte de fées dans le monde de la finance. Pensionnat prestigieux, licence à Harvard suivie d'un MBA, stage chez Goldman Sachs et Morgan Stanley. Mais quelque chose dans son CV m'avait toujours semblé légèrement embelli. Des réalisations trop parfaites, des recommandations trop élogieuses. J'avais mis ces inquiétudes sur le compte de mon manque de confiance en moi, une erreur que j'allais profondément regretter. Nous avons développé un rythme de travail confortable. Je construisais la base analytique de nos projets et Thomas rédigeait le récit qui rendait nos recommandations convaincantes. Les clients ont bien réagi à cette approche et notre succès a attiré l'attention de la direction.
Vous avez trouvé le complément parfait à votre style, a commenté Zachary, notre nouveau chef de service, après une présentation particulièrement réussie. Thomas apporte le panache et vous apportez le fond. À l'époque, j'ai pris cela comme un compliment. Plus tard, j'ai compris que c'était le début d'un discours dangereux, qui me positionnait comme le joueur de second plan fiable et Thomas comme la star. Le premier signal d'alarme est apparu lorsque Thomas a commencé à organiser des réunions avec Zachary sans m'y inclure. Lorsque je lui en ai parlé avec désinvolture, il a éludé la question. « Je discute juste de mes objectifs de développement personnel », m'a-t-il répondu. « Ça n'a rien à voir avec le projet. » Puis vinrent les pics subtils pendant les réunions d'équipe. Le rapport d'Abigail faisait bon, mais je pense que nous pourrions être plus agressifs avec ces projections, disait-il, ou « cette stratégie est un peu dépassée ». J'ai fait des recherches sur des approches plus récentes. Je considérais ces commentaires comme des échanges professionnels sains. Avec le recul, il sapait systématiquement mon autorité, tout en se positionnant comme le penseur innovant de l'équipe. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître ces schémas plus tôt. Thomas avait l'art de s'attribuer le mérite des idées fructueuses, tout en se distanciant de tout ce qui ne donnait pas de résultats. Lors de nos projets collaboratifs, il contribuait juste assez pour revendiquer une partie du mérite, mais jamais assez pour assumer l'entière responsabilité si les choses tournaient mal. Ces questions stratégiquement placées pendant les présentations détournaient subtilement l'attention vers des domaines où il pouvait mettre en avant son expertise, me laissant bredouiller des réponses sur des sujets que nous n'avions pas préparés. Il y avait aussi son problème de mémoire sélective. Les idées dont nous avions discuté ensemble devenaient soudainement ces idées géniales lorsqu'il les présentait à la direction. Lorsque je le lui faisais remarquer, il en riait avec charme en disant « Les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas ?» me faisant passer pour quelqu'un de mesquin d'avoir osé le mentionner. À mesure que Thomas gagnait en assurance, ses tactiques devenaient plus évidentes. Il a commencé à organiser des réunions stratégiques informelles avec les membres juniors de l'équipe sans m'inviter. Lorsque j'entrais dans la salle de pause pendant l'une de ces réunions improvisées, les conversations s'interrompaient brusquement, pour reprendre avec une désinvolture forcée après un silence gênant. « On discute du week-end », disait Thomas avec ce sourire étudié qui ne richait jamais ses yeux. Rien d'important. Mais j'apercevais des feuilles de calcul rapidement minimisées ou des notes retournées. Mon équipe était en train de devenir la sienne, sous mon nez. Le week-end précédant mon licenciement, je travaillais tard pour finaliser une présentation pour notre plus gros client. Le bureau était désert, du moins le pensais-je. En passant devant la salle de conférence, j'ai entendu la voix de Thomas, suivie du rire chaleureux de Zachary. À travers la porte entr'ouverte, j'ai surpris des bribes de leur conversation. Elle est trop conservatrice, elle freine le département, les clients veulent de nouvelles perspectives. Je me suis figée, l'estomac noué. Ils parlaient de moi, j'aurais dû les confronter immédiatement, mais le choc m'a cloué sur place. Au lieu de cela, j'ai rassemblé discrètement mes affaires et je suis partie, me disant que je réagissais de manière excessive, qu'ils ne pouvaient pas être en train de comploter contre moi. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai repassé dans ma tête chaque interaction, chaque réunion, chaque commentaire subtil des derniers mois. Avais-je manqué quelque chose? Étais-je vraiment en train de devenir obsolète dans mon propre département? Le doute s'est insinué en moi comme un poison, me faisant remettre en question les compétences et les décisions qui m'avaient auparavant apporté confiance et succès. Le lundi est arrivé et Thomas était inhabituellement attentionné. « Tu as l'air fatiguée, Abigail. Laisse-moi m'occuper de la réunion avec le client aujourd'hui, » m'a-t-il proposé, son inquiétude si convaincante que j'ai failli y croire. J'ai bien sûr refusé. Le compte Henderson était le mien. J'avais entretenu cette relation depuis le début. En rassemblant mes documents pour la présentation, j'ai remarqué une légère divergence dans les chiffres prévisionnels, quelque chose que je n'avais pas vu lors de ma révision la veille. Avais-je fait une erreur? Je l'ai rapidement corrigé, mettant cela sur le compte de la fatigue. Pendant la présentation, j'ai remarqué que Zachary m'observait d'un regard critique, contrairement à son habitude où il me soutenait d'un signe de tête. Thomas était assis à côté de lui et lui glissait parfois des commentaires qui faisaient froncer les sourcils de notre patron. L'équipe Henderson semblait intéressée et posait des questions pertinentes, mais il y avait une tension sous-jacente que je n'arrivais pas à identifier. Une fois les clients partis, Zachary m'a à peine remarqué. « Thomas, discutons des stratégies à mettre en place dans mon bureau », m'a-t-il dit avant de s'éloigner sans me jeter un regard.
Restée seule dans la salle de conférence, j'ai ressenti un frisson d'isolement. Le département que j'avais construit, l'équipe que j'avais encadrée, les relations que j'avais cultivées, tout me semblait soudainement précaire. De retour à mon bureau, j'avais trouvé une invitation de la part des RH pour le lendemain matin. Pas d'ordre du jour, pas de contexte, juste une demande de réunion obligatoire. Ce soir-là, j'ai reçu un email me demandant de me présenter au service des ressources humaines le lendemain matin. Aucune explication, aucun indice sur ce qui m'attendait. J'ai passé des heures à revoir mon travail récent, à la recherche d'erreurs ou d'omissions qui auraient pu déclencher une telle réunion. Tout semblait en ordre, ce qui ne faisait qu'intensifier mon anxiété. Problème de performance et plainte de clients, a déclaré la directrice des ressources humaines d'un ton neutre, en faisant glisser les documents de licenciement vers moi. Nous avons documenté plusieurs cas où vos prévisions étaient trop prudentes, ce qui aurait pu coûter des revenus importants à nos clients. Quels clients ? Ai-je demandé, d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. J'ai maintenu un taux de satisfaction de 97%. Elle a feuilleté ses papiers en évitant mon regard. Je ne suis pas autorisée à discuter de commentaires spécifiques. La décision a été prise au niveau de la direction. J'ai droit à des détails. Ai-je insisté, le cœur battant à tout rompre. 5 années d'évaluation exemplaire ne peuvent pas soudainement se transformer en licenciement sans raison valable. La directrice des ressources humaines a soupiré, laissant transparaître un certain malaise. L'équipe Henderson a fait part de ses inquiétudes concernant votre réticence à explorer des stratégies d'investissement plus innovantes. Apparemment, ils en discutent avec Thomas et Zachary depuis des semaines. Cette trahison m'a frappé comme un coup physique. Henderson, mon client, ma relation, avait rencontré Thomas dans mon dos, ou Thomas avait-il inventé ses préoccupations pour servir ses propres intérêts ? Je veux parler à Zachary, ai-je dit en m'efforçant de garder un ton calme. Il n'est pas disponible aujourd'hui, a-t-elle répondu trop rapidement. Et cette décision est définitive. J'ai besoin de votre signature pour accuser réception de ces documents. Alors que les agents de sécurité m'accompagnaient pour vider mon bureau, j'ai vu Thomas qui observait depuis le bureau de Zachary, le même sourire narquois aux lèvres. À ce moment-là, j'ai compris. Il n'avait pas seulement anticipé ma chute, il l'avait orchestrée. Je suis sortie du bâtiment avec un carton contenant 5 années de ma vie professionnelle. Mon blazer trempé par la pluie, l'esprit engourdi par l'incrédulité. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une succession de refus. Toutes mes candidatures restaient sans réponse ou étaient poliment déclinées. Mon secteur d'activité était petit et d'une manière ou d'une autre, le bruit s'était répandu que j'étais difficile, inflexible et déconnectée des tendances actuelles du marché. Le discours venimeux de Thomas avait dépassé les frontières de Westwood. Je dépensais mes économies, je cherchais désespérément à renouer mon réseau, essayant de comprendre comment ma réputation avait pu s'effondrer si rapidement. Mes anciens collègues ne répondaient plus à mes appels. Mes contacts dans le secteur, qui avaient autrefois sollicité mes conseils avec enthousiasme, prétendaient désormais être trop occupés pour prendre un café. L'isolement était presque aussi dévastateur que les difficultés financières. Ma sœur Elena a été mon bouée de sauvetage pendant cette période. Ça n'a aucun sens, insistait-elle lors d'un dîner chez elle, où je passais désormais la plupart de mes soirées pour éviter mon appartement de plus en plus déprimant. Tu étais leur analyste vedette, quelque chose cloche. Thomas a joué la carte du long terme, ai-je admis, exprimant enfin ce que j'avais fini par comprendre. Il a passé près de 2 ans à se positionner comme l'innovateur, tout en me faisant passer pour le dinosaure prudent et réfractaire au changement. Quand j'ai compris ce qui se passait, le récit était déjà bien établi. Il doit y avoir autre chose, a insisté Elena. Personne n'est licencié pour être prudent dans l'analyse financière. C'est littéralement le métier. Elle avait raison, bien sûr. La prudence et l'évaluation des risques étaient fondamentales dans mon travail. Qu'est-ce que Thomas avait proposé qui rendait soudainement mon approche inadéquate ? Puis vint l'appel qui changea tout. « Abigail, c'est Heather de la comptabilité à Westwood. Je ne suis pas censée vous dire ça, mais quelque chose ne va pas avec les chiffres du compte Henderson que Thomas a présenté la semaine dernière. Ils ne correspondent pas à vos projections initiales, mais il prétend qu'ils sont basés sur vos modèles. » Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Que veux-tu dire ? Il a modifié les données historiques pour faire passer vos stratégies pour des erreurs et ses corrections pour des coups de génie. Je parle de manipulation délibérée des documents financiers. As-tu des preuves ? Ai-je demandé, n'osant presque pas y croire.
J'ai copié certains fichiers sur mon disque dur personnel. On se voit après le travail. Ce soir-là, dans un café tranquille à quelques kilomètres du bureau, Heather m'a remis une clé USB. Je risque de perdre mon emploi pour ça, murmura-t-elle. Mais ce qu'il fait n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est illégal. Je la remerciai, me demandant ce qui l'avait poussée à prendre un tel risque. Vous m'avez aidé quand j'ai commencé, expliqua-t-elle. Quand tout le monde me traitait comme si j'étais invisible, vous avez veillé à ce que je sois reconnue pour mon travail. Certains d'entre nous n'ont pas oublié. Heather a hésité, puis a poursuivi. Il y a autre chose que vous devez savoir. Thomas passe beaucoup de temps avec Zachary à discuter de la restructuration de l'entreprise. Selon les rumeurs qui circulent au bureau, il prévoit de dissoudre votre ancien service et de réaffecter les analystes à d'autres équipes, Thomas se voyant bien sûr attribuer les comptes les plus rentables. Il ne s'agissait donc pas seulement de me prendre mon poste, ai-je murmuré. Il est en train de démanteler tout ce que j'ai construit. À peu près, confirma Heather. Et le conseil d'administration avale tout ça parce que ses prévisions de rendement sont astronomiques. Irréalistes, si vous voulez mon avis, mais je ne suis qu'une comptable. Au moment de nous quitter, Heather me serra le bras. Faites attention, Abigail, Thomas a des amis haut placés, s'il apprend ça. Elle laissa sa phrase en suspens. À la maison, j'ai examiné les dossiers, les mains tremblantes de rage. Thomas ne s'était pas contenté de me saboter. Il avait manipulé les données financières de plusieurs clients, fabriqué de fausses plaintes et falsifié des signatures sur des documents. Sa brillante nouvelle perspective n'était rien d'autre qu'une fiction créative destinée à le faire passer pour un sauveur, tout en me désignant comme bouc émissaire. Mais la preuve la plus accablante ne me concernait pas du tout. Nichée dans les dossiers du comte Henderson, se trouvait la preuve que Thomas avait partagé des informations confidentielles sur des clients avec son ami travaillant dans une entreprise concurrente, ce qui constituait un délit fédéral dans notre secteur. Tout s'éclaircit soudainement. Les stratégies innovantes de Thomas fonctionnaient remarquablement bien parce qu'il disposait d'informations privilégiées provenant de clients concurrents. Il n'était pas brillant, il était criminel. Je me suis calé dans mon fauteuil, l'esprit en ébullition. Je pouvais le détruire avec ces informations, mais je devais être stratégique. Thomas était charmant et avait de bonnes relations. Une accusation directe pourrait se retourner contre moi. J'avais besoin de preuves irréfutables et du bon public. J'ai passé les 3 jours suivants à organiser méticuleusement les preuves, à établir une chronologie des manipulations de Thomas. J'ai recoupé toutes les informations avec les archives publiques et mes propres emails. Le tableau qui se dessinait était accablant. Une campagne systématique visant à me discréditer tout en compromettant les intérêts des clients à des fins personnelles. Au cours de cette enquête, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Thomas avait subtilement modifié mes modèles d'analyse pendant des mois avant mon licenciement, apportant de petits changements aux formules et aux hypothèses qui n'auraient eu un impact significatif qu'avec le temps. Lorsque ces modèles modifiés ont inévitablement produit des résultats moins bons, il était parfaitement placé pour corriger mes prétendues erreurs. C'était sournois et calculé, le travail de quelqu'un qui avait planifié ma destruction professionnelle avec un soin méticuleux. Elena, qui était devenue ma stratège officieuse, m'a aidé à organiser l'épreuve. « Tu dois aborder cela comme un procureur qui monte un dossier », m'a-t-elle conseillé. Pas d'accusations émotionnelles, juste des faits et des données. Le problème, c'est de trouver un public, ai-je répondu. Zachary ne répond pas à mes appels et le conseil d'administration ne veut pas rencontrer un ancien employé mécontent. Alors tu dois attendre un moment où ils seront tous réunis, a dit Elena d'un air pensif. Une situation où ils ne pourront pas te renvoyer sans t'avoir écouté. C'est alors que j'ai reçu un SMS inattendu de mon ancien assistant, Jordan. Grande réunion avec un client demain, tout le conseil d'administration plus l'équipe Henderson. Thomas va présenter sa stratégie innovante. Je pensais que vous deviez le savoir. Le timing était parfait, le conseil d'administration, le client et Thomas sur le point de triompher, tous réunis dans la même pièce. C'est risqué, m'a averti Elena lorsque je lui ai fait part de mon plan. S'il te coupe la parole avant que tu puisses présenter tes preuves, alors j'irai directement à la SEC, ai-je conclu. Mais je préfère donner à Westwood une chance de corriger cela en interne d'abord. Pourquoi ? A demandé Elena, sincèrement intriguée. Ils ne t'ont donné aucune chance. J'ai réfléchi à cela.
Parce que contrairement à Thomas, je me soucie réellement des clients et des autres employés. Une enquête de la SEC ferait plus de dégâts que Thomas et Zachary. Ta conscience te perdra un jour, soupira ma sœur. Mais je l'admire. Oh, je aussi Kid Vikingta. Ce soir-là, je répétais ma présentation jusqu'à ce que je puisse la livrer calmement et factuellement, sans la colère et la douleur qui bouillonnaient encore sous la surface. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice et de protection de l'intégrité du travail que j'avais consacré des années à construire. Le lendemain matin, je suis arrivée à Westwood Financial vêtue de mon plus beau costume, affichant une confiance que je ne ressentais pas tout à fait. La réceptionniste, surprise de me voir, a appelé la sécurité. J'ai des informations que le conseil d'administration doit voir immédiatement concernant le compte Henderson, ai-je déclaré calmement. Il s'agit d'une fraude potentielle et d'une violation des règles de la SEC. Ces mots magiques, violation des règles de la SEC, ont poussé le garde de sécurité à appeler l'étage de la direction. En quelques minutes, un secrétaire du conseil d'administration à l'air nerveux m'accompagna jusqu'à l'étage. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, j'aperçus Thomas à travers les parois vitrées de la salle de conférence, gesticulant avec animation devant les cadres et les représentants de Henderson. Sa présentation battait son plein, son sourire confiant rayonnant de la certitude de quelqu'un qui croyait sa victoire totale et incontestable. Le secrétaire du conseil d'administration frappa timidement à la porte. « Je suis désolé de vous interrompre, mais Abigail Morales est ici avec des informations urgentes concernant le compte Henderson. Elle allègue une fraude potentielle. » La salle devint silencieuse. Thomas se figea en plein geste, le visage livide lorsqu'il m'aperçut debout dans l'embrasure de la porte. Pendant une fraction de seconde, une panique brute traversa son visage avant qu'il ne se ressaisisse. « C'est tout à fait inapproprié !» s'écria Zachary en se levant de son siège. « Madame Morales ne travaille plus ici. Je pense que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. » L'interrompis-je en connectant mon ordinateur portable au système de présentation sans attendre la permission. D'autant plus qu'il s'agit de manipulation délibérée de données financières et de partage non autorisé d'informations sur des clients avec des concurrents. Le PDG de Henderson se pencha en avant. Continuez. Pendant les 20 minutes qui suivirent, j'exposai méthodiquement les preuves. Les projections modifiées, les plaintes de clients fabriquées, les documents falsifiés, tous remontant à l'ordinateur de Thomas. Je leur montrai comment mes modèles originaux avaient été manipulés pour afficher de mauvais résultats et comment Thomas s'était attribué le mérite de stratégies que j'avais élaborées. Ces divergences ne sont pas des erreurs, expliquai-je en soulignant un exemple particulièrement flagrant. Les formules ont été délibérément modifiées pour produire des résultats spécifiques, des résultats qui faisaient apparaître mon approche conservatrice comme inadéquate par rapport aux connaissances prétendument supérieures de Thomas. J'ai passé en revue les preuves de manière systématique, en gardant une voix ferme même lorsque j'ai révélé comment Thomas avait fabriqué des plaintes de clients qui, selon les emails, avaient en réalité loué mon travail. J'ai montré des documents relatifs à des réunions qui n'avaient jamais eu lieu, à des consensus qui n'avaient jamais été atteints et à des approbations qui n'avaient jamais été données. Puis vint la bombe. Des emails montrant Thomas partageant les stratégies d'investissement confidentielles de Henderson avec son ami d'une entreprise concurrente en échange d'informations privilégiées sur d'autres clients potentiels. Il ne s'agit pas seulement de politique d'entreprise ou de savoir qui obtient quel bureau, ai-je conclu. Il s'agit d'une violation systématique de la confidentialité des clients et d'une manipulation des données financières, des actes qui enfreignent non seulement la politique de l'entreprise, mais aussi la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Pendant que je parlais, j'ai vu la façade confiante de Thomas s'effondrer. Il a tenté de m'interrompre à plusieurs reprises, mais chaque démenti s'est effondré sous le poids des preuves documentées. Ce sont des allégations graves, a déclaré le président du conseil d'administration lorsque j'ai terminé, d'une voix grave. Ce sont plus que des allégations, ai-je répondu en lui tendant une clé USB. Tous les documents, emails et fichiers modifiés sont ici, avec leurs métadonnées intactes. J'ai également envoyé des copies à mon avocat et, compte tenu de la nature des violations des lois sur les valeurs mobilières, à la SEC. La salle a été plongée dans le chaos. L'équipe Henderson s'est regroupée et a commencé à chuchoter furieusement. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards alarmés. Zachary fixait Thomas avec une horreur non dissimulée. Thomas, désespéré, tenta une dernière défense. «
C'est absurde, elle est juste amère d'avoir été licenciée. Elle a probablement inventé tout ça. Les métadonnées ne mentent pas, l'interrompis-je. Chaque modification est horodatée et liée à tes identifiants de connexion. Les emails proviennent de ton compte d'entreprise. Et ce n'est certainement pas moi qui ai eu 3 réunions avec Ryan Matthews de Bradford Financial le mois dernier pour lui communiquer des données confidentielles de Henderson. Oh que ce... Tu mets sur le visage de Thomas se déforma sous l'effet de la rage et de la peur. Zachary était au courant de mon approche. Le conseil d'administration a approuvé mes stratégies. C'était une tentative désespérée de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, mais cela ne faisait que l'impliquer davantage. Le PDG de Henderson se leva, le visage rouge de colère. Nous mettons immédiatement fin à toutes nos activités. Attendez-vous à entendre parler de notre équipe juridique. Il fit signe à son équipe, qui quitta la pièce sans un mot. Dans le silence qui suivit, je rangeai calmement mon ordinateur portable. Je pense que vous avez tous des décisions à prendre. Je vais vous laisser. Alors que je me dirigeais vers la porte, le président du conseil d'administration m'interpella. « Madame Morales, veuillez attendre dans mon bureau. Nous aurons peut-être d'autres questions à vous poser une fois que nous aurons eu le temps d'analyser ces informations. » J'acquiesçai, me sentant soudainement vidé. L'adrénaline qui m'avait aidé à tenir le coup pendant la présentation s'estompait, laissant place à la douleur brute de la trahison et au mois de lutte qui avait suivi. Dans le bureau du président, je m'assis en silence, observant à travers les parois vitrées les membres du conseil d'administration confronter Thomas. Ses gestes devenaient de plus en plus agités, son visage était rouge de désespoir. Zachary était assis, la tête entre les mains, l'image même d'un homme qui voyait sa carrière s'effondrer. Ce qui suivit fut une exécution en entreprise au ralenti. Thomas fut escorté hors du bâtiment cet après-midi-là. Ses effets personnels lui furent envoyés par la poste plus tard. Une enquête interne confirma tout ce que j'avais présenté, révélant même d'autres cas de manipulation de données et sur d'autres comptes. Les conséquences se propagèrent comme des ondulations à la surface d'un étang. Zachary fut suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête sur son rôle dans cette affaire. 2 membres du conseil d'administration qui avaient soutenu la promotion de Thomas ont démissionné discrètement. Le responsable de la conformité, qui n'avait pas détecté les irrégularités, a été remplacé. Plus important encore, les clients dont les données avaient été compromises ont été immédiatement informés, et Westwood a pris des mesures exceptionnelles pour rétablir la confiance et mettre en place des mesures de protection contre de futures violations. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du président du conseil d'administration lui-même, me demandant si je pouvais rencontrer l'équipe de direction. Intrigué, j'ai accepté. Je suis entré dans la même salle de conférence où j'avais dénoncé Thomas, face à un groupe de cadres beaucoup plus discrets cette fois-ci. Le président s'est éclairci la gorge. « Madame Morales, nous vous devons des excuses. Notre enquête interne a confirmé vos conclusions et a mis au jour d'autres activités préoccupantes. Thomas a été licencié et nous avons signalé ses agissements aux autorités réglementaires compétentes. » J'ai acquiescé, attendant qu'il continue. « Nous aimerions vous proposer de reprendre votre poste, avec une augmentation substantielle de votre rémunération et de vos responsabilités. L'équipe Henderson a expressément demandé votre retour comme condition au maintien de sa relation avec nous. » J'ai laissé ces mots résonner un instant avant de répondre. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas intéressé par un retour dans une entreprise qui m'a licencié sans enquête en bonne et due forme, qui a ignoré mon parcours et qui a laissé la politique interne prendre le pas sur le bon sens commercial. Je ne nierai pas que les expressions choquées autour de la table m'ont procuré un moment de satisfaction. Cependant, ai-je poursuivi, je lance ma propre société de conseil en investissement le mois prochain. Je serai disposé à discuter d'un accord de consultation qui me permettrait de travailler avec des clients comme Henderson tout en conservant mon indépendance. Le président a semblé soulagé par ce compromis. Nous serions ravis d'accepter cet arrangement. Quelles sont vos conditions ? Mon avocat vous contactera pour vous donner les détails. Ai-je répondu en me levant pour partir. Mais je tiens à préciser que la transparence et l'éthique seront des éléments non négociables de tout accord. Les conditions que nous avons finalement négociées étaient meilleures que tout ce que j'aurais pu imaginer pendant mes années chez Westwood. Le triple de mon ancien salaire pour un travail de consultante à temps partiel, une autonomie totale dans mes relations avec les clients et une déclaration publique de la société reconnaissant l'erreur commise lors de mon licenciement. La déclaration officielle disait en partie « Westwood Financial reconnaît
que le licenciement d'Abigail Morales était fondé sur des informations qui se sont depuis révélées frauduleuses. Le travail et l'intégrité de Madame Morales restent irréprochables et nous regrettons profondément les circonstances qui ont entouré son départ. Cette réhabilitation publique, plus que l'accord financier, a contribué à rétablir la réputation professionnelle que Thomas avait travaillé si dur à détruire. Quant à Thomas, les conséquences de ses actes ont été bien plus graves que la perte de son emploi. L'enquête de la SEC lui a valu de lourdes amendes et une interdiction d'exercer dans le secteur des valeurs mobilières pendant 5 ans. Sa réputation soigneusement cultivée était en lambeaux. Aucune société financière ne voulait plus entendre parler de lui. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai appris l'étendue de sa supercherie. Thomas avait joué le même jeu tout au long de sa carrière, se construisant en détruisant les autres. Westwood n'était pas sa première victime, mais ce serait certainement la dernière, du moins dans notre secteur. Aux dernières nouvelles, il vendait des assurances dans une petite ville à 3 états de là, son MBA de Harvard accroché au mur d'un bureau dans un centre commercial. 6 mois après avoir obtenu gain de cause, j'ai reçu un SMS de Zachary. « Vous aviez raison, j'aurais dû vous écouter, je suis désolé. » Je n'ai jamais répondu. Certaines excuses arrivent trop tard. Ma nouvelle société, Phoenix Financial Advisors, gère aujourd'hui plus de 200 millions de dollars d'actifs, dont le compte Henderson. Heather, de la comptabilité, a été ma première recrue. Elle dirige aujourd'hui notre service conformité. Jordan l'a suivi peu après, apportant avec lui 3 clients importants. Nous avons instauré une culture d'entreprise qui privilégie la collaboration plutôt que la concurrence, la transparence plutôt que la politique et l'intégrité plutôt que l'opportunisme. Nous avons mis en place des mesures de protection qui auraient empêché quelqu'un comme Thomas de manipuler des données ou de contourner les protocoles. Plus important encore, nous avons créé un environnement où les contributions de chacun sont reconnues et valorisées, où le succès ne se mesure pas à celui qui s'attribue le mérite, mais aux résultats que nous obtenons pour nos clients et à la croissance que nous favorisons chez chacun d'entre nous. Je ne manque pas d'ironie en constatant que la tentative de Thomas de détruire ma carrière m'a finalement conduit à quelque chose de bien plus épanouissant que la voie que j'avais empruntée. Mon poste chez Westwood, malgré son prestige et sa sécurité, avait des limites que mon poste actuel n'a pas. Elena plaisante en disant que je devrais envoyer une carte de remerciement à Thomas, mais cela reviendrait à lui pardonner ses actes. Je ne lui ai pas pardonné, non pas parce que je lui en veux, mais parce que certaines trahisons révèlent des défauts de caractère trop fondamentaux pour être excusés. Je me demande parfois si je devrais bien remercier Thomas. Sa trahison m'a obligée à construire quelque chose que je n'aurais peut-être jamais tenté autrement. Mais la vérité, c'est que ses actions n'avaient rien à voir avec moi. Elles étaient motivées par son insécurité, son besoin de marcher sur les autres pour réussir. Le monde de l'entreprise regorge de personnes comme Thomas qui confondent ruse et d'intelligence et trahison et stratégie. Ils peuvent en gagner quelques batailles grâce à la manipulation, mais une carrière ne se construit pas sur la tromperie, mais sur la compétence, l'intégrité et la confiance que l'on gagne au fil du temps. Le mois dernier, une jeune analyste de notre entreprise a découvert une erreur dans l'un de nos principaux modèles d'investissement, une erreur qui, si elle n'avait pas été corrigée, aurait pu coûter des millions à nos clients. Au lieu de la cacher ou de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, elle m'en a directement fait part. Ensemble, nous avons élaboré une solution, puis nous avons contacté tous les clients concernés pour leur expliquer l'erreur et les mesures correctives que nous avions prises. 3 de ces clients ont ensuite augmenté leurs investissements chez nous, invoquant notre transparence comme raison. Ce moment a confirmé ce que j'ai toujours cru. L'intégrité ce n'est pas seulement une question de morale, c'est aussi une bonne stratégie commerciale. Je m'appelle Abigail Morales et voici l'histoire de comment j'ai perdu tout ce pour quoi j'avais travaillé et comment j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Le pouvoir de la vérité, la rédemption et la plus douce des revanches, le succès authentique.